Alors, on est en déficit depuis 1974. C'est terrifiant. Ça fait 50 ans qu'on est en déficit. Et la réponse à tous les maux, c'est plus de dépenses. Il n'y a aucun homme politique qui a d'autre réponse que de dépenser encore plus. Et qu'elle dépense toujours plus parce qu'en France, on achète les voix en dépensant. Le budget de l'Élysée a dérapé régulièrement selon la Cour des comptes, mais c'est la Cour des comptes qui le dit. Tout le monde trouve, y compris d'ailleurs Mélenchon, tous pensent que le plus confortable, c'est d'attendre le choc de la dette, les uns pour faire la révolution, les autres pour prendre les mesures. Donc en fait, notre classe politique a démissionné. Si vous êtes dans un pays qui est au bord de la faillite, les responsables publics doivent donner l'exemple de la probité et de l'austérité personnelle. Ravi de vous retrouver. On lance un nouvel épisode de l'économie Max avec Maxime Maury, ancien directeur régional de la Banque de France. Société Vigieco, vous êtes un économiste qui regarde avec attention l'état de la société française. Oui, alors ancien directeur régional de la Banque de France, il faut peut-être pas le dire parce que sinon on m'insulte régulièrement. Bon, je suis surtout un professeur et je suis surtout quelqu'un qui essaye d'aider les autres. Voilà, et les épargnants méritent beaucoup de considération parce que pour constituer une épargne significative, Monsieur Fontaine vous l'explique régulièrement, il faut faire beaucoup d'efforts toute sa vie. Et je n'ai pas envie que les épargnants perdent les efforts de leur vie. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation très tendue, Gaspard, vous le savez. On s'était parlé il y a à peu près un mois. Oui. On était en plein dans le marasme d'Ormuz. Oui. On y est toujours. On y est toujours, et depuis un mois, il y a quelques événements qui appellent l'attention. D'abord, les taux d'intérêt, dont je vous ai dit il y a déjà plusieurs mois qu'ils allaient monter régulièrement, et qu'ils atteindraient 4% à la fin de l'année. Eh bien, nous y sommes. On est à 4% là. Alors, on n'est pas à 4%, mais on a touché 3,94, c'est très près de 4, le 15 mai. Et avant-hier, nous avons encore touché les 3,90, un peu plus même. Donc, nous serons à 4% à la mi-année. Donc ça, pour être très clair, c'est le coût de l'endettement de l'État français. L'État français, à la fin de l'année, il fait son budget, il a tant de recettes, tant de dépenses. On sait que les dépenses sont plus importantes que les recettes. Oui. C'est quoi l'ampleur du déficit, Alors, grosso modo ? c'est très facile. Vous avez 1700 milliards de dépenses et vous avez 170 milliards de déficit si on inclut la sécurité sociale. D'accord, on a 1700 milliards de dépenses et 150 milliards de... Et 150 plus 20, 170. 170. Et donc, on emprunte 10% de nos dépenses. D'accord, parce que les recettes ne sont que de... Voilà. 1500 milliards et quelques. Nous avons dit à nos auditeurs la dernière fois que les charges financières pourraient atteindre 120 milliards en 2030. Oui, parce qu'en fait, chaque année, quand on a du déficit, on accumule des dettes. Chaque année, on va emprunter sur les marchés financiers. Oui, mais donc c'est-à-dire que ça fait combien de temps qu'on est en déficit ? Alors, on est en déficit depuis 1974. 74, c'est terrifiant. Ça fait 50 ans qu'on est en déficit. Oui. Donc chaque année, on augmente. C'est comme si on avait un ménage qui, chaque année, dépensait plus qu'il ne gagnait et faisait des crédits, encore des crédits. Alors, nous ne faisons pas de politique ici, mais en 1980, le président Giscard d'Estaing et son premier ministre Raymond Barre avaient laissé des comptes à l'équilibre, quasiment à l'équilibre. D'accord. Bon, la dette n'a fait que s'envoler depuis. Combien de montagnes de dettes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous avons plus de 3500 milliards de dettes. 3500 milliards. Et c'est là-dessus qu'on paye des intérêts. Et c'est là-dessus qu'on paye des intérêts. Et j'étais exaspéré personnellement, il faut bien quand même avoir des exaspérations, par l'interview que Bruno Le Maire a donnée à Pauline de Malherbe, où il dit qu'il assume parfaitement les 1100 milliards de dettes qu'il a présidé comme ministre de l'économie. Ça, c'est Macron. Macron, c'est 1100 milliards. Alors, oui, Macron et lui, 1100 milliards. Mais pourquoi c'est exaspérant ? Parce que moi qui m'intéresse aux chiffres, et je regarde votre écran, moi je dois avoir à peu près 200 graphiques chez moi, et je ne travaille qu'avec ça, montre que depuis 2020, la dette a augmenté beaucoup plus rapidement en France qu'en Allemagne et que dans les pays de la zone euro. Autrement dit, qu'on ait fait des dettes collectivement à cause du Covid, je le comprends parfaitement, ou 2022, la crise énergétique, mais la France a toujours fait plus que les autres. Elle a fait pire que les autres. Elle a fait pire que les autres. Alors qu'elle subissait la même maladie. Voilà. Donc il y a bien quelque chose d'exaspérant. Bon. J'ai envie d'aller un peu plus loin encore. Oui.
je suis parfaitement d'accord pour dire que la France a fait non seulement moins bien que ses voisins Oui, pendant la même période, oui. mais il faudra un jour, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, regarder en arrière et se dire, est-ce qu'on a bien géré la crise du Covid? Est-ce que la fermeture de l'économie et interdire les commerçants de travailler à Bayonne alors qu'il y avait un foyer à Strasbourg, est-ce que c'était vraiment intelligent? Est-ce que la réaction publique d'arroser, de permettre le chômage partiel de tout le monde et de payer les salaires de tout le monde, est-ce que le remède n'a pas été pire que le mal? Alors on a protégé une partie plus sensible, personnes âgées qui pouvaient être victimes de cette maladie, mais je trouve que on aurait moins bloqué l'économie française, on aurait eu beaucoup moins de charges. Alors, bon, ça se discute. Les mesures ont été quand même relativement analogues d'un pays à l'autre dans le cercle européen. Mais là où ça ne va pas du tout, c'est que la France dépense toujours plus que les autres. C'est-à-dire qu'en France, pour exister, il faut dépenser. Donc pour vous, il n'y a pas eu de surréaction à la crise, parce que les États-Unis n'ont pas enfermé leur économie de manière aussi brutale que nous. Mais je ne veux pas rentrer sur un sujet qui n'est pas de mon expertise, mais j'ai suivi très attentivement les pays voisins, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Bon, et donc, ce qui caractérise la France, c'est qu'elle a toujours des ratios administratifs beaucoup plus élevés que les autres, des ratios opérationnels beaucoup plus faibles, et qu'elle dépense toujours plus parce qu'en France, on achète les voix en dépensant. Vous savez, moi, je le vois dans tous les endroits où je vis. Alors, je ne vais peut-être pas tous les citer, sinon. Mais dans mon petit village de l'Aveyron, dans ma belle ville d'Albi, dans ma grande ville de Toulouse, on dépense, et on dépense toujours plus qu'il n'est nécessaire, en fait. Dès qu'il y a un petit problème, la politique du chèque. Dès que les prix montent, on doit subventionner toute l'économie française en faisant des chèques à tout le monde pour ne pas faire je dépense, subir. donc je suis. Voilà, c'est ça. Et la réponse à tous les mots, c'est plus de dépenses. Oui. Il n'y a aucun homme politique qui a une autre réponse que de dépenser encore plus. Oui, c'est pour ça que je ne crois pas du tout, malheureusement, dans l'élection présidentielle qui vient, puisque je pense que personne ne défendra les réformes qu'il faut faire. Mais moi, je vous proposerai une émission, peut-être à la rentrée, où on dira quelles sont les réformes qu'il faudrait faire. Avec plaisir. Mais alors, quelle est la situation actuelle ? Alors, il y a 4 indicateurs extrêmement préoccupants. La première, c'est que les taux d'intérêt ont augmenté plus vite que prévu. On l'a dit, on est prestre à 4. On est presque à 4. Et l'Angleterre, je crois, a eu aussi... Alors, l'Angleterre est à 5, les États-Unis... Terrifiant. C'est terrifiant. Oui, alors il y a un problème en Angleterre, il y a aussi un problème aux États-Unis. Les États-Unis sont à 5, et les prévisions fiables sur les États-Unis laissent entrevoir la possibilité de 6 d'ici la fin de l'année. Rappelez-nous la Grèce, en 2012, on était à combien ? Alors la Grèce, en 2012, la Grèce c'est 2010-2012, ils sont montés à 15. À 15, d'accord. Oui. On n'est pas non plus très très loin de ça. C'est-à-dire que surtout après, c'est une exponentielle. C'est-à-dire que quand ça commence à monter, ça peut monter très vite. Il faut toujours regarder le benchmark par rapport à l'Allemagne. Donc ce matin, je n'ai pas vu le chiffre, mais on doit être à 0,7. De différence de taux ? Oui, 70 la France points de est base. à 3,9 grosso modo, et l'Allemagne est à 3,2. Oui. Ce matin, on est plutôt à 3,7 à mon avis. L'Allemagne est à 3,2 à peu près. Bon. Alors ça, c'est le premier indicateur, et si je me permets de le souligner, c'est parce que tous les économistes sérieux le soulignent. Ça monte plus vite que prévu, et nous avons fait une série de chroniques dans le Revenu. Le numéro qui va sortir à la fin du mois porte là-dessus. Et au-delà du cas de la France, pourquoi les taux d'intérêt long terme sont promis à la hausse, Donc c'est un peu de publicité pour le prochain numéro du Revenu. Et celui du mois de juillet, ma contribution portera, ça s'appelle « Inflation à vide tempête ». Alors, oui, parce que en fait, les prévisions d'inflation sont encore plus fortes que ce que nous avions dit la dernière fois. Quelques chiffres. Les matières premières ont augmenté de 40% depuis le début de l'année. Pétrole inclus ? Pétrole inclus. Mais pas que pétrole. Oui, bien sûr. Parce qu'on focalise sur l'énergie, parce que les médias aiment toujours caricaturer, simplifier. Bon. Mais en réalité, les engrais ont augmenté très fortement, et donc les produits alimentaires vont augmenter fortement. Et nous l'avons dit, on ne va peut-être pas répéter, la crise du détroit d'Ormuz, c'est une crise qui touche l'énergie, l'alimentation et le pétrole, et l'industrie, potentiellement, parce que l'urée, l'hélium, ce sont des produits essentiels pour l'industrie. L'hélium, par exemple, vous l'avez dans les semi-conducteurs. Donc, c'est un choc global d'offres qui va impacter
tous les produits de base. Bon, d'ailleurs, j'en profite au passage pour dire que Touati, qui n'est pas forcément une référence universelle maintenant, dit « Je fais une prévision de 4% d'inflation à la fin de l'année pour la France. » Sur l'ensemble de l'année. Oui, sur l'ensemble de l'année. Ce qui voudrait dire qu'il y a une accélération très forte en fin d'année. Oui, parce que là, nous sommes à 2,2. Et il dit « Et je suis très gentil », parce qu'en réalité, c'est plutôt 4,5. Voilà. Et je vois que quelqu'un comme Jacques Sapir aussi, que je suis, est en phase avec lui. Et d'ailleurs, Sapir va très loin dans l'analyse des produits impactés. C'est un choc général. Et rappelez-nous, quand il y a eu un dernier choc d'inflation, c'était en 2022, suite à la crise ukrainienne, l'attaque par la Russie. Oui. On était monté à combien en inflation ? On est monté à 3, par quelque chose comme ça. On a dépassé 2, mais pas de beaucoup. Il n'y a pas eu plus que 3. Donc là, on pourrait avoir une inflation plus forte que celle qu'on avait connue. Mais à coup sûr. Maintenant, vous avez un ensemble d'économistes qui dit que le choc que nous allons subir, on peut parler après des prévisions, ce choc est le plus important de toute l'histoire. Hein. Vous êtes sûr qu'on n'était pas monté à plus que ça ? On n'était pas monté à 6 ? Ah non, pas en France en tout cas. Pas D'accord. En France. En France, on a dû monter à... On peut vérifier 3,5. D'accord, donc là, on pourrait avoir une inflation plus forte qu'on n'ait pas connue depuis... Voilà. C'était quoi le dernier référentiel ? Les dernières références d'inflation forte, c'est le début des années 80. Hein. Oui. Début des années 80, on était à 14, hein, donc on ne va pas être à 14. Il y a un enjeu... Alors, j'ai tendance un peu à mixter ce que j'écris pour Le Revenu et ce que je dis avec vous, mais c'est la même chose. C'est que les prévisions officielles des marchés, c'est 3,7. Mais ça évolue sans arrêt, et ça évolue dans le sens de la hausse. En revanche, à moyen terme, 5 ans, on n'a pas décollé de la norme de la BCE. Et l'ancrage, c'est quelque chose de très important, l'ancrage. Hein. Donc pour le moment, on anticipe une forte inflation à court terme, mais on anticipe un retour à la normale à moyen terme. D'accord, sur 5 ans. Mais alors, prenons un terme entre les deux. En 2027, qu'est-ce qu'on anticipe ? 2027, une inflation qui pourrait être de l'ordre de 4%. Ah oui, donc ça pourrait être une année, plusieurs années à 4% quand même. Alors, moi, à ce stade, alors les technocrates disent toujours « à ce stade », et je ne suis pas un technocrate, je n'anticipe pas des effets de second tour. Ce qu'on appelle les effets de second tour, vous savez, l'inflation, ce n'est pas la hausse des prix. L'inflation, c'est la hausse généralisée des prix et des salaires, auto-entretenus. Je ne l'anticipe pas à ce stade parce que, comme le chômage augmente et que tout ça est récessif, je pense que... Les salaires vont stagner. Enfin, c'est le pari que je fais. Hein. Mais ça pose quand même de redoutables problèmes pour oui, parce que ça peut devenir un cercle vicieux. C'est-à-dire que si on a de l'inflation des prix en face de l'inflation des salaires, les prix continueront à augmenter. Et on ne s'en sort plus. Bien sûr. Bon. Alors, d'où une mesure du candidat Mélenchon qui veut indexer les salaires sur l'inflation. Oui. Donc il met le pied dans il crée l'inflation auto-entretenue. Hein, bon. Alors, voilà quelques indicateurs très préoccupants. L'augmentation du chômage qui maintenant... Alors, peut-être juste, si on reste une seconde sur l'inflation, après on vient sur le chômage. Cette inflation, elle est liée au blocage du détroit et aussi à la destruction d'infrastructures, notamment pétrochimiques. Et on voit que ça continue de tirer. Hein. L'Iran a visé des installations pétrochimiques en Arabie Saoudite... et dans d'autres pays. Donc c'est ça qui cause l'inflation durable. L'Agence internationale de l'énergie estime qu'il manque aujourd'hui 13% du pétrole et du gaz mondial. Et elle estime, mais en fait ce raisonnement il peut se généraliser à d'autres produits. Elle estime que la moitié de ces 13% viennent de destruction irréversible. Alors, rien n'est complètement irréversible. Généralement, l'opinion c'est que d'ici 3-4 ans, une bonne partie pourra être remise sur pied. Il faut reconstruire la raffinerie, il faut envoyer des ouvriers. Exactement. Et vous avez même des puits de pétrole qui sont bouchés, sédimentés, donc il n'est pas évident que ça reparte, même à moyen terme. Mais en tout cas, même si demain nous apprenions la fin de la guerre, ce qui à mon avis ne va pas se passer, il faudrait attendre un bon moment avant qu'on retende vers la normale. Donc en fait, on a un choc qui est durable. Alors vous savez que la France, j'ai appris ça récemment,
en Guyane, dans les eaux territoriales, a accès à un champ de pétrole de 5 milliards de barils. C'est incroyable. On pourrait forer ce pétrole, mais politiquement, on décide de ne pas le faire pour des raisons écologistes. L'environnement. Oui. Et quel est le prix de ce pétrole? Bonne question, mais c'est du forage en mer. Et ce qui est peut-être terrible sur le long terme, c'est que comme c'est une nappe phréatique de pétrole, le Suriname, le Brésil, eux, peuvent aller pomper le pétrole auquel on aurait eu nous aussi accès. On est en train de se priver, alors même que des États concurrents, eux, vont de toute façon le consommer, le brûler, ce pétrole, et ça ne profitera pas à la France. C'est une autocensure, exactement. Alors que, Dieu sait qu'on vient de le dire, la France pourrait 5 milliards de barils à $100 le baril, c'est facile, hein, ça fait 500 milliards. Bon. Moi, j'ai des petits-enfants. Vous êtes environnementaliste. Donc, je suis contre le réchauffement climatique. Voilà. parce que je veux que mes petits-enfants, ils n'auront pas une vie aussi bonne que la mienne, mais je veux qu'ils puissent survivre. Bon, regardez les États-Unis. Mais maintenant, je vous suis. Nous sommes les seuls, nous les Européens, à faire le job. Les États-Unis, gaz de schiste, pas de problème, on y va, on fort. Je me rappelle du débat à l'époque avec François Fillon, ça devait être sous Nicolas Sarkozy. On avait envisagé l'idée d'exploiter le gaz de schiste en France, et on a reculé. Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis qui sont devenus indépendants en termes de pétrole, ils ont vraiment leurs propres approvisionnements, peut-être même l'une des puissances dominantes en matière de pétrole, est-ce que la France ne doit pas se regarder et à un moment arrêter de se voiler la face? Alors, c'est pas la France, c'est l'Europe d'ailleurs, en général. C'est-à-dire que nous sommes dans la ligne de l'accord de Paris que les États-Unis ont violé. Même Trump est à l'origine de la fin opérationnel de cet accord, c'est-à-dire réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 pour limiter le réchauffement du climat à 1,5. Nous sommes déjà à 1,5. C'est-à-dire que nous avons déjà perdu le pari parce que les Américains ont torpillé l'accord, que les Chinois, qui sont plus sérieux que les Américains, ont différé. Ils vont aller, les Chinois, vers le zéro carbone, mais à plus long terme qu'il n'était prévu. Après avoir exploité le charbon. Voilà, oui, c'est ça. Ils vont faire du nucléaire. Bon, les Indiens s'en foutent. Et nous sommes les seuls, nous, les Européens. Bon. Et c'était un peu pareil, vous qui connaissez très bien le secteur bancaire, au moment de Bâle, Bâle 2, c'est l'Europe qui s'est réunie, qui a dit, tiens, on va mettre un boulet au pied sur les ratios à toutes nos banques, et les Américains disent oui, très bonne idée, faites-le, pas de problème, et eux n'appliquent pas les ratios. Et donc leurs banques sont plus dynamiques, sont plus conquérantes. Oui, je vous suis. Oui. Enfin, puis on n'a pas encore vu la fin de l'histoire, hein. C'est-à-dire que il n'y a plus de coopération internationale, il n'y a plus de multilatéralisme, c'est chacun pour soi. Mais pour autant, en 2008, nous avons connu, moi je l'ai connu personnellement, la plus grande crise financière de l'histoire. Elle aurait pu être beaucoup plus grave d'ailleurs si les mesures n'avaient pas été prises. Et la régulation du système bancaire était une nécessité. Alors, je fais 5 heures de conférence là-dessus, donc peut-être pas... On trouvera le temps de le faire un autre jour. Mais je suis d'accord avec vous sur l'asymétrie qui est insupportable. Ça ne peut pas marcher. Il y a une asymétrie insupportable entre les grandes puissances, et l'Europe n'est plus une grande puissance. Hein, donc... Et pourtant, elle se comporte comme si elle l'était, si elle avait les moyens d'être. Mais alors, revenons sur l'autre indicateur. Le chômage. Alors, voilà. Le chômage a dépassé largement les 8%, il monte régulièrement. Et c'est fini. On avait cru qu'on avait vaincu le chômage grâce à Macron au début. C'était la seule chose d'ailleurs qu'on lui reconnaissait. Il disait, ce monsieur a bien des défauts, mais il y a une chose qu'il a réussi à faire, c'est lutter contre le chômage de masse, l'apprentissage notamment, etc. Il a augmenté un peu le taux d'emploi. Voilà. C'est le seul bilan qu'on peut tirer positif du macronisme. Mais même ce bilan-là semble s'effacer avec le chômage qui remonte. Mais alors, nous sommes ici très terre-à-terre, les épargnants. En fait, la prévision de croissance sur laquelle a été fondé un budget délétère, parce qu'en fait, on a dit le déficit va être peut-être stabilisé à 5, mais ici, nous avons dit non, ça sera plutôt 5,5. Je dis délétère parce que c'est le double des autres. Je ne reprends pas les émissions précédentes, même s'il y a toujours de nouveaux auditeurs. En réalité, on sait aujourd'hui que cette prévision n'est pas réaliste, car le gouvernement lui-même l'a révisée dans une fourchette tellement large que ça confine à l'hypocrisie. C'est 0,3-0,9 aujourd'hui. Et Nicolas Bavret, qui n'est pas un excité, dit que ça sera 0,3. Certains disent que ce sera 0 même. Alors, on était à 0 sur le premier trimestre. Oui, alors justement, merci parce que c'est un point essentiel et je vais y revenir. Parce qu'en réalité, le 0 est en trompe-l'œil. Je veux dire pourquoi.
Bavray dit 0,3, le gouvernement dit oui, ça peut être 0,3, et Toiti dit, moi, je prévois 0,4. Et 0,4, ça serait bien. Alors, un demi-point qui nous manquerait, c'est 30 milliards divisé par 2, c'est 15 milliards qui nous manqueraient. Vous voyez, donc... 15, c'est-à-dire, expliquez le calcul. Un point de PIB, c'est 30 milliards. D'accord. S'il nous manque un demi-point de croissance... Il nous manque 15 milliards. Il nous manque 15 milliards. Bon. De croissance. Donc après, il y a les recettes fiscales. Les recettes fiscales, c'est à peu près la moitié, quoi. Donc, je crois qu'inévitablement, nous allons, le débat budgétaire à l'année présidentielle où, alors qu'on est ruiné, on va encore ouvrir les vannes, puisque, à mon avis, personne ne proposera des réformes. Bon. Oui, c'est le jeu de la démocratie. C'est le jeu de la démagogie. Oui, mais il faut être le plus offrant pour gagner à la fin. Voilà. Vous vous rappelez les citations qu'on peut faire sur la démagogie. Donc, en fait, on est très mal avec la conjoncture. Hein. Alors, pourquoi le chômage augmente? C'est les défaillances d'entreprises? Alors, voilà. Il y a 2 indicateurs. Je vais revenir sur le 0 au premier trimestre, parce qu'il est en trompe-l'œil. Nous battons aujourd'hui le record de défaillance de la France depuis 2008. La crise financière. Crise financière et récession. Ouais, 2008, on était en récession. D'ailleurs, la récession a mis un peu de temps à s'installer. On a mis du temps à la voir, d'ailleurs. Bon, parce que les indicateurs sont révisés. Enfin. Donc, en réalité, le niveau de faillite des entreprises est très élevé. Toiti a fait des corrections. Toiti fait de très bons graphiques. Alors, il a fait des corrections en enlevant les toutes petites qui n'ont pas d'impact sur l'emploi. Et il montre que les défaillances, aujourd'hui, touchent les moyennes et les grandes. Oui, celles qui ont des salariés. Celles qui ont des salariés. Bon. Alors, je reviens là sur... j'avais prévu d'en parler, puis j'avais oublié. La croissance, théoriquement, était de 0, avez-vous dit, au premier trimestre. Vous avez raison. Sauf que si on enlève les stocks, elle est de moins 0,8. Moins 0,8. Expliquez ça, alors, si on enlève les stocks. Alors, moins 0... Alors, si on enlève les stocks, la croissance... Elle a des composantes dans la demande. Les composantes, s'il y a de l'offre, il y a de la demande en face. Et on regarde toujours les comptables nationaux. J'ai commencé ma carrière à l'INSEE, ça vous l'avez pas dit. Ça. Vous allez encore vous faire insulter. Comment non, parce que la Banque de France... Moins qu'à la Banque de France, oui, c'est vrai. C'est ça. Vous pourriez me présenter comme ça. Parce que quelquefois, j'ai des insultes, même de nos auditeurs. Ils me traitent de haut fonctionnaire. Alors, ça, c'est une expression... Est-ce que c'est une insulte? Alors, moi, cette expression, d'abord, je ne l'ai jamais employée dans ma vie et je la déteste. Parce que si vous admettez qu'il y a des hauts fonctionnaires... C'est qu'il y a des bas fonctionnaires aussi. Voilà, vous avez tout compris. Les profs seraient les bas fonctionnaires. Alors, voilà. Et alors, à ce moment-là, vous rentrez dans une vision verticale de la société française, qui est la norme, d'ailleurs, et qui est délétère pour notre société. Enfin, bon, ça, c'est un autre sujet. Alors, le PIB, il a... comme contrepartie la consommation, il a comme contrepartie l'investissement. Les entreprises. Des entreprises et le logement des ménages. Et le logement des ménages. On en dira un mot parce que là aussi c'est catastrophique. Et il a comme contrepartie les exportations nettes des importations et les stocks. Enfin, la formation des stocks. Alors c'est quoi la formation des stocks? Alors la formation des stocks, c'est la différence. Les comptables nationaux calculent la différence entre le stock de départ et le stock d'arrivée sur le trimestre. Et ensuite, ce sont des mathématiques, je ne vais pas rentrer parce que c'est un peu technique. C'est des entreprises qui produisent et qui font du stock, quoi. C'est les entreprises, alors pas forcément qui produisent bien sûr, mais qui forment des stocks. D'accord, qui ne sont pas vendus. Et là, elles ne peuvent que former des stocks, puisque tout le monde anticipe l'inflation. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles achètent... Alors, soit... c'est parce qu'elles pensent que demain, ce sera plus cher. Parce que demain, ça sera plus cher. Faire des stocks. Elles forment des stocks. Et ça fait un peu de croissance artificielle. Donc, en réalité, le chiffre à retenir, c'est moins 0,8. Et dans le moins 0,8, vous avez une Pourquoi baisse. Il faut exclure les stocks? Alors, c'est ça que je... Parce que les stocks, c'est artificiel, en quelque sorte. D'accord. Dans le fond. Ça ne correspond pas à une les vraie stocks, demande. ça va, ça vient, ça correspond à des anticipations. Les fondamentaux de l'économie, c'est la consommation, l'investissement et les exportations. D'accord.
Donc, en fait, il faut bien voir le deuxième trimestre. Vous savez que la définition officielle de la récession, c'est 2 trimestres négatifs. Donc là, le trimestre, il était fortement négatif hors stock. Et nous avons vu que tous les indicateurs sont au rouge, les taux d'intérêt, le chômage, la consommation avec le choc inflationniste qui arrive. Et alors, peut-être juste les défaillances d'entreprises. Oui. Parce que quand il y a de l'inflation, on peut comprendre, peut-être qu'il y a moins de consommation, etc. Mais là, qu'est-ce qui justifie la tension ? C'est quoi ? C'est le marasme politique qui fait qu'on ne peut pas se projeter ? C'est l'absence de perspective économique, c'est la perspective d'inflation. Cette perspective d'inflation, disons franchement que si le pétrole devait atteindre $150 le baril, on est sûr, c'est une vérité officielle du FMI, qu'on aurait une récession mondiale. Récession mondiale à $150 le baril. À $150, on a la récession mondiale. Et là, on est quoi, à 115 ? On est à 115, oui, mais on est déjà dans une phase de ralentissement partout dans le monde. Le FMI anticipe une croissance, un scénario moyen de 2% de croissance. Mondiale. Oui, mondiale. Et en fait, au cours des dernières années, on était à 3,5%. Maxime, premier trimestre américain, 4% de croissance. Oui. C'est incroyable. Oui. Non, mais l'Amérique, depuis 2008, a largué les amarres. Enfin, en tout cas, elle continue sa croissance. L'Europe n'en a plus, la France, plus du tout. Et cette Amérique, notamment grâce à son indépendance énergétique, mais aussi grâce à sa big tech, l'innovation, etc., 4% de croissance. Oui. C'est au-dessus de la moyenne mondiale. C'est-à-dire qu'ils ont plus de croissance que des pays en sous-développement qui, en principe, devraient rattraper. Oui, alors, bon, on peut parler de l'Amérique. Ils ont aussi une tendance à inflation qui est supérieure. Là, ils sont à 3,8 aujourd'hui. Ouais, on y arrive. Comment ? On y arrive. Oui. Et ils ont une dette qui galope à toute vitesse. Ils ont franchi les 100% de PIB. Récemment. Et ils ont un déficit à 6%. Oui, mais ils ont donc ça ressemble à la situation française. C'est pas beaucoup plus grave qu'en France. Et sauf qu'ils ont plus de dynamisme. Eux, ils font 4% de croissance par an. Donc c'est sûr que le PIB monte très vite, même si la dette augmente également. Alors, je vais vous envoyer une petite pique et ils violent en permanence leur constitution. Ça c'est autre chose. Bon. Ça c'est autre chose. Bon. Mais alors, sur la France, oui, alors... Mais comment expliquer ce décalage entre les États-Unis et la France ? Il faut raisonner plutôt Europe. Quand je dis Europe, c'est-à-dire que la conjoncture... La France est obérée par ses problèmes structurels, mais la croissance ralentit partout en Europe. Donc... C'est quoi ? C'est le sous-investissement technologique ? Voilà, justement, tiens, voilà. Je voulais, l'absence de ressources ? Pour répondre à la question que vous m'avez posée au départ, c'est qu'est-ce qui explique ces défaillances ? On voit très bien, et c'est malheureusement complètement incompris de l'opinion publique, on voit très bien que la rentabilité des entreprises est plus faible en France que dans les autres pays européens, et que l'investissement est plutôt sur un chemin de ralentissement. Donc, au bout du compte, il ne faut pas s'étonner. Et alors, en même temps, j'ai découvert... vous savez que les entreprises du CAC 40, dont nous sommes si fiers, elles font 80% ou 85% de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Mais j'ai découvert aussi récemment que la France est le pays dont les entreprises ont le plus de filiales à l'étranger. C'est-à-dire qu'on se barre, on s'en va, en réalité. Et d'ailleurs, vous le savez bien, dans vos générations, il y a beaucoup de... vous avez fait le contraire, Overlord, le débarquement, n'est-ce pas ? C'est tout à votre honneur, mais beaucoup de jeunes s'en vont. Bien sûr. Donc, les perspectives sont très, très sombres. Alors, et on est dans le déni, c'est ça qui est... Parce que finalement, si on disait les perspectives sont sombres, et on retrousse nos manches. Nous faisons les réformes. De la sueur et des larmes, mais il faut l'accepter. Oui. On pourrait retrouver une situation meilleure. Oui. Et là, on attend le mur de la dette, de toute façon. Oui, c'est ça. Alors voilà. On ne sera pas sauvé par un candidat présidentiel, mais par un marché financier. Voilà. Tout le monde trouve, y compris d'ailleurs Mélenchon, tous, pensent que le plus confortable, c'est d'attendre le choc de la dette, les uns pour faire la révolution, les autres pour prendre les mesures. Donc, en fait, notre classe politique a démissionné. Alors, pour répondre... Parce que j'ai visionné notre émission précédente, je vous interpellais en vous disant une entreprise qui est en difficulté fait 10% d'économie.
Et en fait, les 10%, je les ai pris sur le PIB, mais il faut les prendre simplement sur la dépense. Donc, 1700 milliards de dépenses. Économiser 10% des 1700 milliards, ça fait 170 milliards. Avec 170 milliards, vous stabilisez la dette. 120 milliards, il faut. On l'a dit la dernière fois, vous vous rappelez. Bon. Et vous rajoutez 30 milliards pour la dépense et environ 50 milliards pour les investissements de transition. On n'est pas loin de la cible. Donc c'est possible. Mais c'est possible à condition d'avoir des dirigeants. Vous voyez mais on va les chercher où alors, ces réductions de dépenses? Alors là, vous me demandez de dévoiler mon programme présidentiel, mais je ne suis pas candidat. Mais est-ce qu'on a fini les indicateurs? Alors les indicateurs, je regarde. Vous m'avez demandé de ne surtout pas toucher mon journal. Oui, je pense qu'on a... Donc c'était, on le répète, les taux qui montent très fortement et qui sont, rappelons-le, de très mauvaises nouvelles pour les ménages. Parce que quand les taux montent pour l'État, le ménage, pour acheter son bien immobilier, va payer lui aussi un taux plus élevé. Ça veut dire aussi que la BCE va remonter ses taux. L'inflation qui arrive, presque 4%, soit plus que ce qu'on a connu en 2022. Le chômage qui dépasse les 8%. Les défaillances d'entreprises. Qui sont très élevées. Et le sous-investissement. Alors, inversement, et nous allons essayer de transformer le plomb en or, c'est une bonne nouvelle pour les épargnants avisés. Car, si vous avez une société et que vous mettez votre épargne dans les comptes courants de la société, et que vous avez besoin de cet argent pour vos affaires, vous pouvez obtenir aujourd'hui une rémunération de 5%. Et personnellement, j'ai une rémunération de 3% à peu près. Quoi. Bon, je ne peux pas démontrer que les comptes sont nécessaires pour des opportunités financières. Mais n'importe qui peut mettre son épargne dans une société civile immobilière, dans une SAS, une SASU. Mais alors n'importe qui, Maxime, quand même. Alors, tout le monde n'a pas des sociétés. Voilà. Oui. Et j'ai envie de dire, la majorité des gens n'ont pas de société dans laquelle ils peuvent facilement placer leur argent. Oui, mais ils ont peut-être des enfants, des parents, des amis, etc. Bon, enfin, donc ça, c'est un petit conseil que je donne au passage. Et, alors, vous êtes un simple particulier, vous ouvrez un compte à terme à 3 ans à la banque, vous obtenez du 3%. Pour autant, j'hésite un peu à donner ce conseil parce que vous exposez aussi votre richesse. Et le jour où ça va tomber, l'emprunt forcé, l'emprunt perpétuel, vous avez rappelé dans une émission récente que le Sénat lui-même avait envisagé... L'emprunt forcé non rémunéré. Oui, c'est ça. Bon. Alors vous me prêtez votre argent, Maxime, et je vous rémunère pas dessus, puis je vous le rendrai si j'ai envie de vous le rendre. Oui, alors vous avez aussi l'option, et vous allez voir, tout ça va arriver d'ici un an et demi. Bon. Vous avez l'autre option, c'est je vous fais une bonne rémunération, 2,5%, mais je vous rembourse jamais. Ça s'appelle l'emprunt perpétuel. Ah oui, c'est terrible. Bon. Et alors, on peut appeler ça la confiscation. La confiscation. Donc, on ne va pas faire là une émission sur l'épargne. Je pense qu'il faut qu'on la programme à mi-année. D'accord, mais alors... il faut qu'on envisage toutes les options. On va chercher 10% dans le budget de l'État et de la sécurité sociale. On va les chercher où? Alors là, vous interrogez le candidat exactement. à la présidence de la République, que je ne suis pas. On a une annonce à faire. Bon. Vous pouvez regarder la caméra, Maxime, et le dire à nos auditeurs, ça y est. Oui, je ne suis pas suis candidat. Non, je ne suis pas candidat, parce qu'il y a tellement de candidats qu'il vaut mieux dire... Mais ça, c'est une annonce, déjà. Il vaut mieux dire ceux qui ne le sont pas. Je ne suis pas candidat. Mais si un candidat sérieux, alors je ne sais pas s'il y en a, mais il y en a peut-être, me demandait quelles sont les mesures à prendre en urgence. Moi, je citerai 3 mesures. La première, financer les retraites. Et je ne suis pas, je ne suis pas une brute, je ne suis pas un père fouettard, puisque je suis moi-même en partie retraité. La manière la plus démocratique, la plus honnête de faire, c'est chaque année de calculer combien d'annuités il faut pour avoir une retraite pleine. Et on peut le faire avec un collectif, qui est le Conseil d'orientation des retraites. D'ailleurs, Madame Touraine avait envisagé, vous voyez, Madame Touraine, c'était la ministre de la Santé de la Sécu de Hollande, elle avait envisagé cette méthode. À partir de là... Donc on revoit l'âge de départ tous les ans. Alors, justement, moi je ne le dis pas comme ça. Je dis, on revoit le nombre d'annuités. Parce que l'âge de départ, ça apparaît comme une contrainte injuste.
Moi, je dirais chacun part quand il veut, enfin à partir d'un certain âge. Mais pour avoir un taux plein, il faut. Et pour avoir un taux plein, certain voilà. Alors, moi, je dirais nombre d'annuités. 62 pour ouvrir les droits. Ensuite, on calcule combien vous avez d'annuités. Mais chaque année, on doit faire le calcul pour équilibrer les retraites. Alors aujourd'hui, Maxime, vous êtes le corps, vous devez fixer un âge. Voilà, quand même l'âge, c'est ça. Ça cristallise les débats. On est à combien? Alors justement, Parce il ne qu'on faut pas parler d'âge. On a à gauche et à droite, Alors, ou à l'extrême gauche, des oui. gens qui proposent de retour à 60 ans. Oui. On a qui proposent le statu quo, 62, 64 ans. Oui. D'autres qui vont jusqu'à 67. Mais vous dites vous-même, ça cristallise. Oui, ça mais radicalise. mais on comprend quand même. Aujourd'hui, pour équilibrer les retraites, Il faut être à combien? Je ne suis pas président 70. du corps, mais j'ai l'impression qu'il faut à peu près un tout petit peu plus de 43 annuités. Bon. Alors déjà, je peux apporter mon témoignage personnel. Moi, j'ai cotisé 43 et demi. Et j'aurais pu continuer. Vous êtes encore en pleine forme. Oui, merci, mais j'aurais pu continuer puisque la Banque de France m'a obligé, parce que c'était statutaire, à partir à 65, mais maintenant mes collègues partent à 67 ou 68. Alors, 43, ça fait quel âge de départ? Alors, tout dépend. Depuis le moment où on a commencé, d'accord. Voilà, mais regardez, si vous avez commencé à 25 ans... ça fait 68 ans. Ça fait 68 ans. Ouais. La plupart de nos partenaires, l'âge... Si vous raisonnez un âge, c'est 67. Ouais. Et si vous avez commencé à 20 ans, il y en a beaucoup qui ont commencé à 20 ans, alors ça fait 63. D'accord, donc pour vous, la méthode pour régler le problème des retraites, c'est l'âge de départ. Il n'y a pas de sujet. On diminue ou pas les pensions? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit c'est le nombre d'annuités. D'accord, oui, alors il rejaillit sur l'âge de départ. D'accord. Est-ce qu'on touche aux pensions ou pas? Est-ce que, parce que vous avez cette théorie très forte de dire, moi je suis retraité, alors vous êtes retraité, je parle pour vous, vous nous dites, je sais que dans les 5 prochaines années, quand le mur de la dette aura été touché, je vais perdre 20% de ma pension. Je m'y prépare, je fais mon épargne, je sais que l'État va me lâcher, il n'y a pas de solution, c'est ce qui s'est passé en Grèce, alors, ça va se reproduire en France. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, on n'a pas encore touché le mur de la dette, il y a un sujet sur les pensions? Alors, il faut le dire avec délicatesse. Vous-même, vous avez dit, en appui de ce que je disais, qu'au ministère de l'Éducation nationale, il y a 20 milliards dans le budget qui sont là pour subventionner les retraites. Et moi, je vous donnais un chiffre de source officielle qui est le total des subventions font à peu près 80 milliards. Bon, ça, il faut l'effacer. Il faut l'effacer en finançant... Oui, parce que il faut ajouter un adverbe. En finançant loyalement les retraites. Parce qu'elles ne sont pas... Les chiffres ne sont pas loyaux aujourd'hui. Parce que ces subventions ne sont pas dans le compte. Il faut les mettre dans le compte. Bien sûr, on les met dans l'éducation nationale, dans l'armée, dans tout ça. On dit, on a augmenté le budget des armées. Ben non. En fait, c'est juste qu'on paye les retraites des militaires qui partent jeunes à la retraite. Il se trouve que pour l'éducation nationale, je suis sûr de ce que vous avez dit. L'armée, c'est pareil. Et ensuite, notre ami Pascal Beaufret, Jean-Pascal Beaufret, ancien directeur du Trésor, ancien directeur général des impôts, qui a fait de ça une spécialité. Il a même amené M. Bayrou, quand M. Bayrou était commissaire au plan, voir les chiffres à Bercy. Et M. Bayrou a fait une note pour Mme Borne à l'époque, qui est partie directement à la poubelle. Comme d'autres notes avant. Il faut rajouter 80 milliards dans les comptes. D'accord. Alors, une fois qu'on a fait ça... Alors, comment on rajoute 80 milliards? Il faut les inclure dans les comptes des retraites. D'accord, pour dire le déficit des retraites. Là, c'est la sincérité, et vous pouvez appeler ça la consolidation des comptes. Bon. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on préconise la méthode. Je suis étonné d'ailleurs que M. Hollande, qui est candidat à la présidence de la République, ne nous dise pas que c'est ce qu'il voulait faire. On calcule chaque année le nombre d'annuités nécessaires pour équilibrer. D'accord, alors ça on a compris, mais aujourd'hui, pour vous, c'est qu'un sujet d'âge de départ à la retraite, c'est pas un sujet de montant des pensions. Alors, je suis nuancé, c'est-à-dire que je sais aussi par Jean-Pascal Beaufret que les pensions sont quand même plus élevées qu'en Allemagne, que dans les pays limitrophes. Et je sais aussi, j'ai dit que j'étais un peu un social-démocrate européen, que les inégalités de patrimoine se sont considérablement accrues parce que les quantitative easing des banques centrales ont fait monter le patrimoine le prix des actifs. Vous voyez, M. Jacques Delarosière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui a fait un bon petit livre avec McKinsey là-dessus. Bon. Donc, je réponds à votre question. Donc, ce que vous dites, c'est que les personnes plus âgées qui avaient l'immobilier à Paris notamment ou ailleurs ont vu leur patrimoine largement augmenter. Donc, pour compenser ça, on pourrait s'aligner sur le niveau des pensions de retraite de nos voisins. Alors, je réponds sans sourciller à votre question
en pensant que je parle à quelqu'un qui est très jeune. Hein. Je pense qu'il faut financer les retraites et qu'il faut aussi demander un effort aux retraités. Mais si les retraites sont financées, cet effort pourrait être simplement la désindexation des pensions. Donc un effort sur les actifs de partir un peu plus tard, un effort sur les retraités. Uniquement la désindexation, c'est-à-dire que quand il y a une indexation, on prend l'inflation et on dit, voilà, votre pension de retraite, vous touchiez 1 000 euros, il y a eu 4% d'inflation cette année, vous allez toucher 1 040 euros pour ne pas perdre en pouvoir d'achat et que les 4% vous soient compensés. Parce que les retraités, et j'en suis presque un, ont une épargne en contrepartie. Et ceux qui nous écoutent sont souvent des retraités qui ont accumulé une épargne par leur travail. Donc, ce qui est terrible, c'est qu'on est dans le déni. Vous voyez, là, je ne suis pas dans le déni. Donc, pour vous, il suffit de désindexer. Donc, tous les ans, on renie un petit peu le pouvoir d'achat des... Là, ils perdent 4% cette année. L'année prochaine, ils perdent 2%. Si vous avez suivi mon raisonnement, j'économise 80 milliards. 80 milliards, oui, parce que... On enlève 80 milliards de subventions. Ouais. Alors, 5 x 8, 40. Les retraites, c'est 400 milliards. Je n'ai pas besoin de les faire baisser de 20%. Et je sauve une partie de ma pension. Mais par contre, je fais un effort, j'accepte que ma retraite soit désindexée. De toute façon, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'accepter aujourd'hui de faire des efforts pour ne pas avoir à faire des sacrifices dans quelques années. Exactement. Alors, les choses évoluent un peu quand même. Qui c'est qui le disait ? C'est un éditorialiste des Échos qui disait « On est quand même beaucoup plus conscient du sujet qu'on en était en 2023 », où on était dans le déni complet. Bon. Alors ça, c'est la première... Et on apprend même, alors ça fait sourire un peu, mais il faut bien sourire, parce que sinon on s'ennuie, M. Bardella se dispute avec Mme Le Pen pour lui dire que les promesses qu'ils ont faites sur les retraites ne pas les tenir. Étaient inconsidérées. Bien sûr. Tant mieux. Retourner à 60 ans, effectivement. Voilà. Et donc ça, c'est la première des choses à faire. Et puis il faut en sortir, quoi. C'est un débat qui n'aboutit jamais. Bon. La deuxième mesure que je prendrai, ou que je conseillerais aux candidats de prendre, c'est de consulter le peuple français au titre de l'article 11 de la Constitution sur l'organisation des pouvoirs publics. Et je proposerai un référendum sur la décentralisation et la réforme territoriale, la réforme des échelons territoriaux. Il y en a trop, il n'y a pas de synergie entre eux. Il faut mettre en synergie départements et régions, et surtout, il faut décentraliser toutes les activités non régaliennes de l'État vers les régions. Et reconnaître un droit à l'autonomie, à l'initiative et à la concurrence. L'éducation nationale... Oui, alors à condition, alors là aussi, c'est subtil, ça demande des nuances et ça se prête mal à une émission rapide comme la nôtre. Il faut qu'il y ait des cadres nationaux. Mais c'est ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une concurrence entre les États. Et ils doivent être mieux disants que l'État d'à côté s'ils veulent accueillir des entreprises, accueillir des citoyens. Oui, mais il faut aussi un cadre national pour garantir l'égalité des droits. Bon, donc c'est nuancé. Des fiscalités par département, ça, vous l'imaginez ? On pourrait avoir... non, j'imagine pas ça. J'imagine que l'État donne la gestion aux régions et lui permette... Pour moi, c'est les régions. Pourquoi ? Mais on pourrait avoir une fiscalité par région, ce serait très bien. Alors, voilà. Un impôt sur les sociétés. Alors la contrepartie, s'ils prennent en charge, comme je le souhaite, la santé, l'éducation et d'autres choses encore, sauf le régalien, c'est de redonner une fiscalité. Simplement, alors pourquoi les régions ? Alors que par exemple... pas de politique ici, mais le Front National veut supprimer les régions et faire le tout sur le département. Bon. Rassemblement national. Oui, pardon, le Rassemblement national. Ouais. Mais ça, c'est le rêve napoléonien, quand même, de revenir au département. Alors, les départements, c'était Napoléon. C'est le rêve napoléonien, vous avez raison, c'est le rêve jacobin. Oui, alors que les régions, c'est plutôt les Länder allemands. Alors voilà, mais moi j'observe que les pays qui nous entourent, l'Espagne et l'Italie sont de fait des États fédéraux, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, et qui, j'oublie, sont de droit des États fédéraux, et que... Alors, moi, je suis fédéraliste. Pourquoi ? Parce que je suis décentralisateur et que je pense qu'il faut donner du pouvoir aux gens et de la responsabilité. D'accord, un grand acte de décentralisation. Un grand acte de décentralisation. Alors, on ne va pas citer des noms, mais je vois quelqu'un à droite, au centre-droit, qui a pris position pour ça. Si on cite les partis politiques, on a l'impression que les Républicains y sont favorables.
Et on doit trouver à gauche aussi, on ne fait pas de politique ici, mais quelqu'un comme M. Glucksmann, peut-être même Mme Delga, qui préside les régions de France, paraît-il, qui serait favorable aussi. Donc, on doit pouvoir trouver un consensus. Et alors, quand vous regardez... Mais oui, mais ça, tout le monde en a parlé, de la décentralisation, et ça ne s'est jamais fait. Raffarin en parlait, tout le monde en a parlé, Hollande en a parlé. Exact, mais quand vous regardez les sondages d'opinion, les Français, ils sont favorables. Bien sûr, voilà. Sûr, ils sont très favorables. Alors ça, c'est votre deuxième axe. C'est mon deuxième axe. Et mon troisième axe, alors, ça c'est mon côté un peu terreur, si vous voulez, c'est il faut vraiment un régime de morale et de probité publique, comme le général de Gaulle en a donné l'exemple. C'est-à-dire que tout ce qui est... Enfin... Vous voyez, en ce moment, voilà, la polémique du moment. Alors, la polémique n'a aucun intérêt, mais elle a une valeur symbolique. Il y a 2 personnalités gouvernementales qui vont se pavaner comme des stars au Festival de Cannes. Bon, chacun appréciera leur charme physique, mais qui paye les chambres? Qui paye les frais? J'espère que c'est pas la République, vous voyez. Bon. Et donc, il faut absolument une meilleure... Le budget de l'Élysée a dérapé régulièrement selon la Cour des comptes, mais c'est la Cour des comptes qui le dit. Il est à combien le budget de l'Élysée? Je crois que c'était 100 millions avant. Alors, j'ai plus en tête les chiffres, mais moi ce qui m'intéresse c'est la tendance. Il a dérapé. Ouais. Bon, et tout le monde s'en fout, quoi. Vous voyez, bon, alors, on va pas reparler, on va pas accabler ce pauvre Macron. On a parlé d'une suite à 3 000 euros. Ça, ce n'est pas admissible. Ce n'est plus admissible. Si vous êtes dans un pays qui est au bord de la faillite, les responsables publics doivent donner l'exemple de la probité et de l'austérité personnelle. Si on veut gagner de l'argent, il faut faire autre chose. Voilà. Il faut aller dans le privé. Il faut aller dans le privé. Ouais. Mais, oui, c'est vrai que ce n'est pas important à la hauteur du budget de l'État, mais c'est un enjeu de civisme, de symbole. Oui, et je crois que je l'ai dit la dernière fois, on ne gouverne que par l'exemplarité. Et donc, en fait, s'il n'y a pas d'exemplarité, vous ne pouvez pas entraîner les autres. Et d'ailleurs, si vous regardez le réseau LinkedIn, tous les jours, vous avez des remarques. Des gens scandalisés. De gens scandalisés. Des dépenses de France Télévisions. Voilà, alors on ne va pas faire de polémique, parce qu'il y a tellement d'exemples à donner. Bon, il y a aussi un ancien président de la République qui gagne des millions d'euros. Bon, il y a quelques problèmes avec la justice. Bon, tout ça crée une ambiance délétère. Il n'y a que la Banque de France, Dieu sait, qui n'a pas trop de fonctionnaires, qui s'est réformée et qui a fait les efforts. Il faut le répéter, il faut le dire. Merci Gaspard. Vous savez, moi il y a une chose, je crois qu'on gouverne par des symboles, on gouverne par des choses d'ordre spirituel. Quand le général de Gaulle était logé dans un hôtel, il demandait qu'on regarde le montant de la chambre. Il faisait préparer une enveloppe avec de l'argent liquide pour le personnel, pour remercier le personnel de la qualité du service. Il payait l'enveloppe de sa poche et, en fait, il faisait d'une pierre 3 coups. 1, il ne voulait rien devoir à la République. 2, il était généreux vis-à-vis des petites gens. Hein, je mets petites gens parce que quand même, quelqu'un qui vous sert bien dans un restaurant, c'est extraordinaire. Ça fait passer un moment de plaisir. Un métier noble. Un métier noble, l'accueil, tout simplement. Et 3, il a envoyé un signal d'exemplarité. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on gouverne. Mais tout le monde s'en fout aujourd'hui, quoi. Personne va dire « Ah oui, mais celui-là, il est corrompu » ou « Celui-là, il dépense trop ». Non, c'est... Open bar. Open bar et spectacle médiatique. Vous voyez, sourire. Se mettre en scène en permanence. Que moi, je ne souris pas. Vous souriez. Non, là, je souris parce que je vous vois sourire. Donc, voilà les trois... Donc là, c'est les 3 axes. Voilà, c'est les 3 axes. Exemplarité, décentralisation, réforme des retraites. La réforme des retraites, au regard de l'ampleur du problème budgétaire, alors peut-être que la décentralisation va supprimer des feuilles du millefeuille et ça va être aussi plaisant pour les finances publiques. Mais les finances publiques, ça suffirait, vous pensez, eu égard à l'ampleur de la crise qu'on vient de décrire? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin sur la sécurité sociale, sur... Alors oui, bien sûr, il y a d'autres mesures. Et puis il y a aussi une mesure très importante qui est la réhabilitation du travail, en diminuant les charges, en donnant plus de salaire net, et peut-être en finançant par une TVA sociale, parce que la TVA est plutôt faible en France par rapport aux autres pays européens. Là, vous allez aggraver le problème des retraites. Alors, bon, mais... Vous nous supprimez des recettes, ou alors on va repousser l'âge. Je vous en reparlerai quand j'aurai lu Jean Peyrelevade. Ce que je veux dire, c'est que nous cherchons 170 milliards. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure. Hein.
On a dit qu'on cherchait un peu plus de 170 Mais est-ce qu'il ne milliards. faudrait pas être plus qu'à l'équilibre? Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui dégager des bénéfices au niveau de l'État pour rembourser la dette? Par définition, tant qu'on n'aura pas de bénéfices, si on a un tout petit peu de déficit, ben on a un petit peu plus de dette chaque année. Si on est à l'équilibre, on garde le même stock de dette, les 3500 milliards. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui se dire, la règle d'or, c'est de gagner de l'argent? On doit avoir plus à la fin de l'année que ce qu'on a, on a moins dépensé que ce qu'on a collecté, donc il nous reste des choses pour rembourser ces 3500 milliards. Parce que sinon, ces 3500 milliards, si on a 3500 milliards à 4%, c'est terrifiant. C'est plus de 120 milliards, de 750 Alors, vous me milliards. rappelez le général de Gaulle avec son jeune ministre de l'économie, Valéry Giscard d'Estaing. Le général de Gaulle convoquait tous les mercredis, après le conseil, Valéry Giscard d'Estaing, qui avait à peu près votre âge. Et il lui disait, écoutez, ne répétez pas ça à Pompidou. Pompidou est assez rond. On a fait un effort remarquable. Mais moi, ce que je veux, c'est 0 déficit. Alors, est-ce qu'on pourrait y arriver? Alors, le jeune Valéry Giscard d'Estaing disait, ah oui, mon général, c'est possible. Alors, il lui proposait des mesures, mais Pompidou n'était pas au courant. Et alors Pompidou, elle a toujours conçu une haine pour Valéry Giscard d'Estaing parce qu'il pensait que Giscard lui savonnait la planche, parce que lui était plus rond, plus conciliant, etc. Et puis en plus, son intelligence l'agaçait un peu, parce que Giscard faisait un compte-rendu devant l'Assemblée nationale qui durait 1 heure, il n'avait pas la moindre note, il connaissait tout par cœur. Mais alors, disons, moi j'aimerais bien qu'on la stabilise, la dette déjà. Il n'y a pas urgence à la rembourser. Il n'y a jamais urgence. On roule la dette. On peut la rouler. Alors, tant que et vivre avec le service de la dette on de peut plus de la 100 milliards. On peut la rouler tant que les taux n'augmentent pas inconsidérément. Et pour que les taux, si demain les signaux que nous envoyions étaient des signaux de stabilisation de la dette par rapport au PIB, les taux seraient stabilisés. Les taux même baisseraient, parce que là on a pris un donc le service de la dette serait moins important. Et donc on pourrait continuer à rouler tranquillement. Maintenant, votre question m'interpelle parce que plusieurs pays sont en cours de désendettement quand même. Dans la zone euro, il y a beaucoup de pays qui se sont désendettés. Lesquels? Alors, l'Allemagne se désendette. Regardez, l'Allemagne, son ratio est le même qu'en 2008. Incroyable. Oui. Le Portugal, l'Espagne aussi, le Portugal et l'Espagne se désendettent. Donc on appelait les pigs. Oui. Avec mépris, on disait, c'était les petits cochons de l'Union européenne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, l'Espagne. Mais ça, c'est parce que les Allemands ne voulaient pas d'eux. C'est la formule de Joschka Fischer. Ils ne voulaient pas d'eux, alors il les a appelés comme ça. Il a appelé les pays du Club Med. En revanche, il y a un pays qui inquiète actuellement, c'est l'Italie, car l'Italie reprend... on nous annonce que... Alors la Grèce s'est considérablement désendettée, et on nous annonce qu'en 2029... l'endettement de l'Italie, relatif toujours, par rapport au PIB, serait plus important que celui de la Grèce. Ah oui. Vous savez que la Grèce a la même production industrielle que la France. Oui, alors, vous avez assimilé ce que j'ai dit, mais vous l'accentuez. Mais c'est terrifiant quand même. Alors, c'est la part de l'industrie dans la valeur ajoutée. C'est différent. La production industrielle de la France est évidemment beaucoup plus forte. En quantité. C'est en termes relatifs. En valeur absolue, elle est supérieure. Je suis d'accord avec vous. Mais en proportion du PIB, c'est quand même dingue. Proportion du PIB. Et j'ai pensé à ça parce que j'ai vu, je revois nos émissions et j'ai vu que vous étiez impressionné. Et j'ai retrouvé une comparaison avec la moyenne de la zone euro. Je dis bien de la zone euro. La France a 4 ou 5 points de PIB, 2 moins que les autres pays dans l'industrie. Mais la Grèce, on pense à la Grèce. Oui. Ils n'ont pas inventé de voitures, ils n'ont pas des Peugeot, ils n'ont pas des Renault, ils n'ont pas inventé Airbus, ils n'ont pas inventé de fabricants d'armes, de chars, etc. Donc, je veux dire, la France, quand on pense la France, on pense Citroën, on pense à l'industrie. Bien sûr. Naturellement, quand on pense à la Grèce, alors peut-être qu'il y a des armateurs, des bateaux, des choses comme ça. En 1973. Un peu d'armement, mais... En 1973, j'avais 19 ans. Je préparais un examen que j'allais passer l'après-midi. J'étais en haut de la rue de l'Université à Montpellier dans un café. Je vois le poste de télévision s'allumer. Le président Pompidou apparaît et il dit... Le Gué-Paris, les Folies Bergères, le Champagne, tout ça, c'est fini. Nous sommes une grande puissance industrielle. Alors, je me dis, mais moi j'étais un jeune garçon, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a? Alors, c'est impressionnant ce qu'il dit.
il y a un numéro de l'expansion. Peut-être que le revenu pourrait, ou le nouvel économiste pourrait devenir l'expansion de demain, sous la signature de Jean Boissonnat, qui présentait des tableaux de chiffres très précis. Moi, j'adore ça. Et en fait, la France était à égalité avec l'Allemagne. Et en termes industriels. En quelle année ? 1973, 74. Bon. D'accord. Et en termes d'industrie. Et la couverture, c'était le match France-Allemagne. Il y avait les deux coques. Il y avait un point d'interrogation. Et la question, c'était est-ce que la France ne va pas passer devant l'Allemagne en termes industriels ? Alors que l'Allemagne, c'est BMW, Volkswagen. Exactement. Bien sûr. Donc, nous étions dans un autre monde, hein, il n'y a aucun doute. Hein. Et aujourd'hui, la question ne se pose même pas, même si la vallée de la Ruhr se porte moins bien actuellement. Oui, l'Allemagne souffre. Les choix stratégiques n'ont pas été les meilleurs de Merkel. Mais en fait, les choses sont très simples. Nous souffrons d'un manque de travail. Nous souffrons d'un excès de dépenses. Est-ce qu'il faut attaquer l'État social, alors, justement ? Est-ce que le chômage pendant 2 ans, quand on habite à Paris et qu'on est dans l'informatique, ça a du sens ? Alors, moi, on se perd dans les méandres de l'action gouvernementale. À un moment donné, j'avais lu quelque chose qui me convenait bien, qui était de dire qu'il fallait moduler les indemnités sur la conjoncture. C'est-à-dire que si on recherche de la main-d'œuvre de manière massive, il faut être moins généreux. Et en revanche, il faut être plus généreux si c'est le contraire. Tout ça me paraissait de bon sens, mais dès que quelque chose est de bon sens, c'est immédiatement stoppé par l'Assemblée nationale. C'était ce que voulait faire Gabriel Attal. Hein. Bon, Gabriel Attal n'est pas une référence pour moi, mais c'est ce qu'il voulait faire. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Parce que la France n'est pas prête à être réformée. Parce que chaque fois qu'il y a une idée, une volonté, une mesure... Parce que la France n'est pas prête à être réformée. Le système se referme, les partis se braquent, les syndicats poussent des hauts cris et rien n'avance. Oui, et puis on se connaît suffisamment pour que je puisse exprimer ma colère. C'est parce que la classe politique et journalistique française, qui est... Alors pour les journalistes, ils sont surpayés, les hommes politiques... sont entièrement dans la posture. On est dans des jeux de posture, d'apparence, vous voyez, et proposer des réformes, c'est politiquement incorrect, si vous voulez. Enfin, Alors maintenant, les Français évoluent quand même, hein. C'est-à-dire qu'ils attendent un discours de vérité. Bon, et nous, qu'est-ce qu'on attend, Maxime, du mois qui arrive devant nous Alors moi, ce que je vous propose, c'est vers le début juillet... je reviendrai à Paris et on pourrait faire une émission avec les épargnants où nous passerions en revue toutes les options, les grandes options, l'immobilier. Les classes d'actifs. Oui, les classes d'actifs. Et je me permettrai de poser un cadre rapide, pas plus de 1 minute à 2 minutes. On débat, vous donnez votre avis et à la fin, vous essayez de faire des conclusions générales et ça pourrait faire une sorte de... Comment dirais-je, vous avez les termes journalistiques, de numéro spécial peut-être du revenu ou du nouvel économiste sous la forme d'un éditorial. Alors c'est un peu plus long qu'un éditorial peut-être, mais enfin vous faites des... La grande revue des placements. Voilà, une grande revue des placements. Et le but est de conseiller les épargnants. Très clair. Ça va nous tomber dessus, on va prendre un coup sur la tête, comment se préparer ? Et en macroéconomie, alors on a des attentes là sur les mois qui viennent. En macroéconomie, je suis pessimiste. La Fed... Alors... La Fed va... Alors, la Fed, c'est subtil. C'est les taux, apparemment. Oui, non, mais c'est subtil, parce que la Fed va baisser les taux court terme, mais les taux long terme augmenteront. Alors, Trump sera à la fois content et mécontent. Et donc, il va réussir à embrouiller Trump. Parce qu'il y a quelque chose dont on ne parle jamais, c'est que les banques centrales ont un bilan qui est bourré de titres publics. Alors, par exemple, en Europe, la zone euro a acheté 5 000 milliards de titres publics de 2015 à 2022. Et elles sont en train de dégraisser. Alors, Madame Lagarde, je ne sais pas trop si elle va le faire. C'est politiquement très incorrect. Donc, ils revendent les titres qu'ils ont achetés, la dette qu'ils ont achetée. Alors, jusqu'à présent, ils ont décidé de ne pas les renouveler. C'est-à-dire que quand il y a des titres qui sont amortis, ils sont amortis, puis c'est tout. Alors qu'avant... Il réinvestissait le titre amorti. Et maintenant, ils avaient décidé, mais vous voyez, je parle au passé, si ce n'est que l'Américain Kevin là, va le faire apparemment, de vendre. Mais ça c'est terrible, parce que si on commence à vendre les titres d'État,
on encourage le crash obligataire. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous savez que Mathieu Pigasse, Oui, ah oui. c'est pas n'importe qui quand même, Oui. préconisait, je vais peut-être déformer un peu sa pensée, mais de faire racheter plus massivement les dettes des États par la BCE et de s'asseoir dessus ou de les effacer. C'est possible ça ou pas? Parce que c'est qu'on se dit, si la France doit de l'argent à la BCE elle n'a pas besoin d'argent, elle pourrait s'asseoir dessus et effacer la dette. Alors c'est déjà fait, car la BCE détient 20%, 25% de la dette française. Mais on la rembourse cette dette ou pas alors? Alors petit raisonnement aussi, M. Pigasse devrait savoir que les intérêts payés à la Banque de France ou à la Banque Centrale Européenne, ils finissent dans la poche de l'État français, puisque les dividendes de la BCE, c'est les dividendes de la Banque de France, et que les dividendes de la Banque de France, c'est l'impôt sur les sociétés. Bon. Oui, mais d'où le raisonnement de dire qu'on pourrait, plutôt que de faire des recettes pour l'État, ne pas lui faire des dépenses et annuler la dette. Alors, cette idée se heurte d'abord au mur de nos partenaires, parce que pour nos partenaires, c'est une hérésie économique, puisqu'en réalité, ça revient, et c'est une trahison du traité de Maastricht, puisque ça revient plein pot à faire financer le déficit par la création monétaire. Bon, donc, Madame Lagarde, si elle était là, vous dirait que c'est inflationniste. Mais pourquoi c'est inflationniste? C'est quoi le... c'est inflationniste. En quoi c'est un crime de faire financer la dette par la création monétaire? Mais parce que si c'était une dette pour investir, on pourrait le concevoir. Mais c'est une dette pour combler le déficit des retraites. Ouais, d'accord. C'est comme si la BCE, en fait, donnait de l'argent pour payer les retraites. Oui, et le président Pompidou... Et donc ça crée de la masse monétaire et ça fait monter... Le président Pompidou avait supprimé ça en 1973, les avances de la Banque de France à l'État, au nom de la lutte contre l'inflation. Il y a une deuxième objection, c'est que si vous faites ça à l'échelle mondiale et que vous le faites pour dynamiser l'investissement de transition énergétique, etc., on pourrait le concevoir. Mais là, si vous faites ça sur une seule monnaie, cette monnaie, vous la fragilisez, parce qu'on dit, ma monnaie, vous savez, je m'en fous, elle ne vaut plus rien. D'ailleurs, on émet des billets de dans tous les sens, donc vous en donc, faites pas. M. Pigasse rejoint M. Mélenchon, encore que M. Mélenchon, lui, alors, il faudrait l'interroger, mais personne ne pense à l'interroger quand il dit des grosses bêtises. Il dit qu'il supprime la dette. On va l'inviter, M. Mélenchon. Moi, vous allez débattre avec M. Mélenchon. Moi, j'ai l'habitude de dire, M. Mélenchon n'aime pas les fonctionnaires. Parce que s'il supprime la dette, il ne peut plus payer les fonctionnaires. Bien sûr. Oui, donc, il veut en embaucher 1 million de plus. Oui, vous voyez, mais ce qui m'exaspère dans tout ça, ce n'est pas M. Mélenchon, ce sont les journalistes. C'est la classe médiatique. Parce qu'en fait, ces sujets devraient être traités correctement. Et quand quelqu'un dit une grosse bêtise, on peut poliment lui faire remarquer qu'il dit une grosse bêtise. Mais non. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est faire du buzz. Oui, c'est-à-dire que si on efface la dette, les marchés financiers ne prêtent plus. Ben, évidemment. Et s'il ne prête plus, alors il sera obligé, il va être obligé de nous faire un budget à l'équilibre. Évidemment, et avec le bon sens de famille qui vous caractérise, vous aviez dit lors de, je crois que c'était notre première ou deuxième émission, vous aviez donné l'exemple d'Alexis Tsipras. Alexis Tsipras, il était au moins autant d'extrême gauche que M. Mélenchon. Et comme il voulait rester dans l'euro, parce qu'il a compris que sortir de l'euro, c'était la faillite. La faillite, eh bien, il est allé écouter les gens de Bruxelles. Il a dit, non, je ne suis pas d'accord, je vais demander au peuple grec qu'est-ce qu'il en pense. Le peuple grec a dit non, il l'a fait quand même. Donc, c'est très éclairant pour comprendre ce qui va se passer dans l'année qui vient. Parce que vous aurez ça avec Bardella, vous allez voir peut-être la métamorphose de Bardella. De toute façon, les marchés financiers ont démontré une chose, c'est qu'ils n'avaient que faire de la couleur politique de celui qui prenait le pouvoir. Absolument. Liz Truss, en Angleterre, qui est conservatrice, de droite, etc., elle a présenté un budget n'importe quoi, où elle diminuait drastiquement les recettes, sanction des marchés financiers. Et qu'ils soient de gauche, de droite, qu'importe, Emmanuel Macron, le Mozart de la finance, les marchés sanctionnent, ils s'en fichent de la tête, ils s'en fichent de la couleur. Absolument. Il y a une rationalité économique. Alors moi, je ne suis pas marché financier, mais disons, ça fait 40 ans, 50 ans que je suis l'économie et la politique, je n'accorde aucune crédibilité à la parole politique. Plus aucune. Enfin, c'est comme ça. Bon. Alors, il y a quand même un quatrième sujet qu'il faut traiter, c'est que la France, c'est le pays où il y a le coin fiscal le plus important sur les revenus du travail. Alors,
surtout le coin fiscal le plus important de tout l'OCDE. Oui. Sur les 38 pays, Oui, que ce soit fiscalité Oui, bien des sûr. personnes, fiscalité Bien sûr. des entreprises, on est classé, bravo, Cocorico, 38e sur 38. bien sûr, mais nous manquons de main-d'œuvre, nous ne travaillons pas assez. Alors moi, j'insiste toujours sur les retraites, mais je devrais aussi, sur l'âge de départ, mais je devrais aussi insister sur la nécessité de revaloriser les revenus du travail. Et là, il y a quelques propositions du côté des Républicains. Ils ont travaillé là-dessus. Je ne pourrais pas les énoncer parce qu'elles sont assez techniques. Et il y a des propositions de Jean Perlevade. Donc je vous propose qu'on y réfléchisse un peu. La prochaine fois, alors, Maxime. Magnifique. Merci beaucoup pour votre temps. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Maxime, posez-les en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne. On serait ravis de continuer cette émission L'économie Max avec toutes vos questions. Voilà, À très et je bientôt. précise que je ne suis pas un haut fonctionnaire. Voilà. Donc ne m'insultez pas en me traitant de haut fonctionnaire.